Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je voulais introduire avec vous euh, l'emprise et ses mécanismes. Je sais j'avais déjà fait une vidéo sur les perversions, les états limites. Donc les perversions font partie de ce groupe psychique qu'on appelle les états limites. Et les personnes qui subissent euh, l'emprise, donc l'emprise est souvent exercée par un pervers, un tortionnaire, un despote, hein, vous voyez de quoi je parle. Ce qui m'a poussé à vous en parler, c'est une émission que j'ai vue l'autre fois, rediffusée sur YouTube, où un homme disait que les victimes, alors déjà j'ai pas trop aimé, moi je préfère parler de personnes qui subissent l'emprise de quelqu'un, euh, plutôt que de parler de victimes, même si effectivement il y a une victimologie, on ne peut pas le nier, mais il n'y a pas un coupable et une victime. Pour moi, il y a un bourreau et une personne innocente qui subit euh, des, euh, des outrages psychiques et parfois physiques qui peuvent aller jusqu'à la mort. Il n'y a pas que les féminicides, hein. Vous savez qu'il y a des gens qui peuvent subir l'emprise, qui sont des hommes, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup ces dernières années des femmes parce qu'il y a beaucoup de féminicides. En tout cas, j'ai l'impression que l'État s'est réveillé sur le sujet, puisqu'il y en a toujours eu. Donc l'emprise, c'est un mécanisme de manipulation pour assujettir l'autre, faire de l'autre son esclave psychique et lui faire réussir à obtenir de la personne euh, ben, tout ce qui le fait jouir, quoi, hein. C'est-à-dire, euh, en général, ça se passe, on essaye d'exclure petit à petit euh, de l'entourage de la personne qui subit cette emprise, les proches, la famille, les amis, les voisins, tous ceux qui pourraient venir l'aider ou la faire sortir de ses griffes. L'homme dans l'émission dont je parlais disait que euh, en fait il y avait des femmes qui, puisqu'il parlait des femmes, donc on va rester là-dessus hein, pour le moment, il disait que les femmes qui subissaient l'emprise, elles avaient à tout moment le choix de partir. Alors, je ne sais pas ce qu'il n'a pas compris dans l'emprise. Pour moi, l'emprise, ce n'est pas du tout... Ah, ce matin, je me suis dit, mon homme est un pervers, un sombre connard, et je vais passer ma vie avec lui et subir toutes les vicissitudes qu'il va m'imposer. Non, non. Effectivement, l'emprise nous parle de quelque chose d'autre, hein. C'est de la peur, de la terreur. On vit sous terreur. C'est-à-dire qu'on entend les clés dans la porte, on a mal au ventre, il y a des symptômes physiques d'angoisse qui est envahissante et qui finalement
tétanise et empêche toute action de sauvegarde et de libération. Alors, on connaît des exemples de femmes qui ont pu se sortir de l'emprise, et il y en a qui n'ont pas réussi. Et c'est pas qu'elles ne l'ont pas voulu, c'est juste que quand quelqu'un exerce, alors quand je parle de quelqu'un qui exerce une emprise, ça peut être votre mari ou concubin, conjoint et compagnie, là. Ça peut être votre père, ça peut être votre mère, votre soeur, votre frère, votre psy, votre médecin, ça peut être un ami, une amie, ça peut être n'importe qui de suffisamment proche pour pouvoir exercer une domination sur vous et vous assujettir, vous tenir sous son joug, verrouiller les choses autour de vous de façon à ce que vous n'ayez pas conscience dans quoi vous vous enlisez. Alors, effectivement, s'enliser dans une emprise, ce n'est pas un mécanisme conscient. Toujours pareil, on ne se dit pas « Ah ben si je m'enlisais dans l'emprise de ce pervers ou cette perverse, de ce déglingué, de ce sociopathe, de ce... » Non, non, non. Les choses ne se font pas consciemment, les mécanismes de l'emprise sont inconscients et souvent viennent reproduire quelque chose qu'on a déjà rencontré dans notre vie. Et c'est pourquoi je refuse d'entendre que les gens qui sont sous emprise, c'est-à-dire sous la dépendance psychique de quelqu'un, qu'elle pourrait s'en sortir, puisque en fait cette dépendance psychique fait en sorte que la personne ne peut pas respirer sans l'autre, croit qu'elle ne peut pas respirer sans l'autre, croit qu'elle n'est pas capable de vivre sans l'autre, croit qu'elle n'a pas les moyens de travailler, de passer son permis, de se libérer. Donc tout est mis en œuvre. Le pervers, pour prendre cet exemple, parce que c'est celui dont on a déjà parlé, le pervers va faire en sorte de mettre une chape de plomb symbolique qui empêchera tout exercice de l'autonomie et tout épanouissement personnel, puisqu'on est finalement au service de cette personne. C'est le cas, moi j'ai connu une dame qui a été sous l'emprise de ses filles et qui a été malmenée pendant des années par ses deux filles qui s'en est sortie mais avec des séquelles et avec encore aujourd'hui des tentatives de celle-ci pour restaurer cette emprise qui les faisait en jouir. On parle de jouissance inconsciente. Évidemment, on ne parle pas de jouissance sexuelle. Même si dans l'inconscient, la sexualité est une autre chose que le simple orgasme dont on parle quand on évoque l'acte charnel, il y a une jouissance inconsciente à ce que l'autre soit de plus en plus délabré, en ruine. Et plus l'autre est en ruine, moins il résiste, plus le pervers s'enorgueillit, pour pas dire jouir, s'enorgueillit d'arriver à ses fins.
Vous vous rendez compte? Alors, vous pourriez me dire, alors en fait, la personne qui fait ça, c'est quelqu'un de très méchant. Non, c'est pas de la méchanceté. Les autres personnes ne sont pas gentilles parce qu'elles font ça. On a plus 5 ans. C'est pas les gentils, les méchants. C'est juste que le pervers, par exemple, a un fonctionnement psychique qui fait qu'il a besoin de cette relation anaclitique, c'est-à-dire de faire que l'autre devienne un objet de sa propre jouissance, et il le tient, mais avec une laisse, une chaîne. Il ne le laisse pas récupérer le moindre espoir. Il ne lui laisse pas le temps de respirer. Dès qu'il sent que l'autre se sent un peu plus à l'aise, le pervers va tout de suite en remettre une couche. Et c'est souvent comme ça que l'escalade de la violence, qui cette fois devient physique, arrive. On n'a jamais rencontré quelqu'un qui était d'emblée physiquement, au premier jour, violent. La violence s'exerce d'abord psychologiquement, petit à petit, puis les remarques commencent à devenir de plus en plus cinglantes, puis les coups ou les... alors, il n'y a pas que les coups, parce que, par exemple, vous êtes marié à un homme, vous repassez le linge, vous avez tout repassé, c'est tout plié sur la table à repasser, il rentre, il fout tout par terre. C'est mal repassé. Vous allez me dire, non mais dites donc. Bah oui, non mais dites donc. En fait, c'est ce qu'elle pourrait lui dire. Ça va pas. Et si elle répond ça, lui, il peut répondre par la violence. Il y a des violences comme ça insidieuses, mettre le linge par terre, casser des assiettes, faire des croche-pieds. J'ai déjà entendu ça. On a plus 5 ans là encore. Comment peut-on faire un croche-pied à la femme qu'on aime? Donc là, on n'est plus du tout dans une relation d'amour. L'amour s'est transformé en haine de la part du pervers. Mais la personne qui subit cette emprise, elle a un amour sincère pour le pervers, mais elle n'a pas encore élucidé ce mystère, elle ne sait pas encore que c'est un pervers. Alors, comment faire dans ces cas-là? Si consciemment on n'arrive pas à si les faits ne suffisent pas à la manifestation d'une prise de conscience, comment on fait? Je vous laisse 2 minutes. Eh bien, dans ces cas-là, il faut absolument parler. Parler. Alors, pas au pervers, évidemment. Aller dans son sens. Il faut faire croire. Il faut utiliser un peu ses armes. Et faire croire qu'on est dans la soumission, qu'on est objectivé, qu'on est... D'accord, pas de problème. Et derrière ça, derrière l'écran, avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'on soit enfermé chez soi toute la journée, sans savoir les clés pour sortir, en parler. Et écouter, essayer en tout cas le plus possible d'écouter les proches qui vont dire ben t'as pas l'air aussi joyeuse qu'avant, t'as l'air plus triste, on te voit moins. Ça se passe bien? Il faut le dire, il faut le dire. C'est votre seule porte de sortie.
Et on peut le dire, mais à des amis, mais tout le monde n'a pas d'amis. Il y a des gens qui n'ont pas d'amis, qui ne sont pas entourés. Alors on le dit à qui? Ben, on le dit à son médecin. On essaye de le faire comprendre, on fait passer un mot. On le dit au pharmacien. On le dit au supermarché. On passe un mot à l'accueil ou à la caissière. On essaye de sortir de cette situation. Mais dans tous les cas, on n'est pas la victime bête ou débile que le monsieur de l'émission avait l'air de penser, d'où ma réaction. Je devais faire une vidéo sur l'autisme et la psychose symbiotique versus la psychosymbiotique. Et j'en suis à parler de ça parce que ça m'a choqué. Donc c'est une vidéo qui parle des mécanismes inconscients aujourd'hui. J'aurais tellement aimé pouvoir aborder des sujets qui ne me mettent pas en colère. Mais comme dirait Ségolène Royal, il y a des colères qui sont justes. Voilà. Je vous remercie. Je vous dis à jeudi pour une vidéo maquillage et à dimanche prochain pour une vidéo psychanalyse. Et cette fois, nous aborderons l'autisme et la psychosymbiotique chez l'enfant de façon beaucoup plus légère. Enfin, légère. Je dis n'importe quoi. De façon beaucoup plus... comment je peux vous dire ça calme, sereine. J'expliquerai les choses sans me, me triturer comme ça le cerveau. Ça m'a fait du bien, j'ai lâché quelque chose là. Et je vous embrasse, je vous souhaite un bon dimanche. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce, à mettre un commentaire. N'hésitez pas aussi à dire si vous connaissez quelqu'un qui subit ça. Et bah, abonnez-vous. Je vais faire comme tout le monde. Abonnez-vous. Allez, à bientôt.